Je me souviens exactement de l'endroit où j'étais quand mon père l'a dit. C'était lors de la fête de remise de diplôme de ma nièce. Toute la famille s'était rassemblée dans le jardin derrière la maison. Des tables de pique-nique, des ballons, ces chaises pliantes en plastique qui s'enfoncent dans les cuisses. Tout le monde riait, trinquait, célébrait son admission avec bourse complète à l'université de Genève. Et mon père, Augustin, dans son éternel short beige et sa casquette de vétéran, a levé son verre pour porter un toast à ce que le nom Dupré avait accompli. Il adore dire ce genre de phrase. Le nom Dupré, comme s'il s'agissait d'une dynastie, comme si nous n'étions pas juste une famille de classe moyenne du nord de la France qui mange trop de salade de pommes de terre aux repas familiaux. Je me suis approchée, avec une assiette à la main, souriante. C'est mon rôle dans cette famille, celle qui sourit, qui acquiesce, la brebis noire qui ne fait pas de vagues. Mon fils, Léo, était à côté de moi, silencieux, poli, essayant de se fondre dans son sweat à capuche. J'étais sincèrement fière de ma nièce, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à autre chose. Léo est tout aussi brillant, peut-être même plus. Il venait d'être accepté dans 3 très bonnes universités. Il s'était littéralement épuisé à la tâche pour y arriver, tout en travaillant à mi-temps et en m'aidant à m'occuper de ma mère pendant sa chimiothérapie. Pas de cours particuliers, pas de préparation privée au bac, juste du courage. Et moi. Alors je me suis penchée vers Augustin et d'un ton léger, j'ai demandé « Dis-moi, Léo aura droit à une part du fonds pour les études, lui aussi ?» Mon père n'a même pas levé les yeux de son assiette. Il a juste secoué la tête et marmonné « Pourquoi gâcher de l'argent pour lui ?» Il vient d'une famille éclatée. À cet instant précis, quelque chose s'est fendu en moi. Pas parce que je n'avais jamais entendu pire, ce n'était pas le cas. Pas parce que Léo n'avait jamais été mis de côté. Il l'avait été souvent. Mais c'est la désinvolture avec laquelle il l'a dit. Comme si c'était évident, comme s'il énonçait une donnée dans un manuel scolaire. C'est là que s'est rompu en moi un fil que je m'efforçais de maintenir depuis 17 ans. Je n'ai pas crié, je n'ai pas protesté. J'ai souri, comme toujours, mais à l'intérieur, j'étais en feu. Ce que mon père ne savait pas, ce que personne dans cette famille ne savait, c'est que Léo écrivait un discours. Un discours qu'il allait prononcer en tant que major de sa promotion. Il ne m'en avait rien dit. À personne. Et pourtant, quand il est monté sur scène, sa toge bien mise, le micro tremblant entre ses mains, j'ai su. J'ai su que quelque chose d'immense était sur le point d'éclater. Mais je n'avais aucune idée de l'impact que cela aurait. Et avant de vous dire ce qu'il a prononcé ce jour-là, vous devez comprendre. Comprendre ce que cela signifie d'élever un enfant dans une famille où l'amour est conditionnel, où la tradition compte plus que la vérité, où porter le nom Dupré ne vaut quelque chose que si vous rentrez dans le moule. Je m'appelle Jeanne. Je suis mère célibataire, bibliothécaire, fille de quelqu'un que je n'ai jamais réussi à rendre fier. Et voici l'histoire de comment mon fils discret, observateur, sous-estimé, a fait ce que personne n'attendait, pas même moi. Voici l'histoire de ce qu'il a dit ce jour-là et de pourquoi ce moment a tout changé. Ce qu'ils n'ont jamais vu chez mon fils. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. Pas à la fête, ni quand il a reçu ses lettres d'acceptation, mais 17 ans plus tôt, dans une chambre d'hôpital étroite, quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois avec une main, pendant que je signais mes papiers de divorce de l'autre. Léo est né dans ce qui reste à ce jour la période la plus sombre de ma vie. Mon mariage s'était effondré plus vite que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mon ex-mari, Vincent, m'a trompée pendant ma grossesse. Il a quitté la maison 2 mois avant la naissance et n'a jamais vraiment été présent depuis. Ni comme père, ni même comme voix au téléphone. Il envoie parfois un message pour son anniversaire. Rien de plus. Ma famille n'a pas bien pris la nouvelle. Ma mère, Monique, a pleuré plus fort pour mon divorce que lorsqu'elle a perdu sa propre sœur. Mes frères, Clément et Adrien, m'ont à peine adressé la parole pendant un temps. Et mon père, Augustin, s'est contenté d'une seule phrase que je n'ai jamais oubliée. « Tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. » Et peut-être que oui, j'avais fait mon lit. Mais j'en avais préparé un deuxième aussi. Pour Léo. Un lit douillet, sécurisant, rempli d'histoires du soir. Parce que depuis qu'il a ouvert les yeux, ce garçon est devenu tout mon univers. On n'avait pas grand-chose.
Mais on avait nous. J'étais bibliothécaire, un métier qui ne fait pas fortune, mais que j'adorais. Je l'emmenais avec moi après l'école. Il restait assis dans le coin, enfant, à dévorer tous les livres qu'il pouvait attraper. À 8 ans, il lisait au niveau d'un élève de lycée. À 10, il écrivait des nouvelles qui me faisaient me pleurer. Pas seulement parce qu'elles étaient maîtres et bonnes, mais parce qu'elles venaient d'un enfant calme, attentif, qui ne demandait qu'à rien, mais ressentait tout. Il ne s'est jamais plaint de ses vêtements de seconde main, ne m'a jamais demandé pourquoi on ne partait pas en vacances comme ses cousins. Et jamais, pas une seule fois, il n'a prononcé un mot sur la façon dont la famille le traitait différemment. Parce que c'était le cas. Les enfants de Clément et Adrien avaient toujours une place à la table des adultes. Léo, lui, restait avec les plus jeunes, même à 14 ans. À Noël, les autres recevaient des jeux vidéo, des cartes cadeaux. Léo recevait des chaussettes. Une année, Augustin a carrément oublié de mettre son nom sur la chaussette suspendue à la cheminée. Léo n'a jamais montré que ça le touchait. Mais je le voyais, dans la façon qu'il avait de plier sa serviette 3 fois avant de manger, dans la manière dont il attendait toujours que tout le monde ait parlé avant d'ouvrir la bouche, dans son petit carnet qu'il gardait toujours dans la poche, où il notait les choses qu'il n'osait pas dire à voix haute. Il y a eu des jours où j'ai eu envie de hurler, de secouer ma famille en criant « Regardez-le, vous ne voyez pas à quel point il est exceptionnel ». Mais je ne l'ai pas fait. Je pensais que si je restais assez discrète, ils finiraient par ouvrir les yeux. Spoiler, ils ne l'ont jamais fait. La seule qui voyait vraiment Léo, c'était ma mère, Monique. Elle s'asseyait avec lui, écoutait ses histoires, l'appelait « mon petit professeur ». Même durant sa dernière année, affaibli par les traitements, son visage s'illuminait dès qu'il entrait dans la pièce. Elle disait qu'il lui rappelait quelqu'un. Moi, quand j'étais petite, avant que le monde ne devienne trop bruyant, avant que je n'apprenne à me rétrécir pour rentrer dans le moule familial. Lorsqu'elle est sale et morte, Léo avait 15 ans. Il n'a pas pleuré en public. Mais ce soir-là, j'ai trouvé un poème caché dans sa Bible. Il s'intitulait « La dernière à m'avoir vue ». Ce titre m'a brisé. Une fois qu'elle n'était plus là, il ne restait plus que nous. C'était devenu un acte. Léo n'allait pas juste faire un discours. Il allait récupérer sa voix. Dans une pièce où elle avait toujours été étouffée. Les jours avant la cérémonie étaient étranges, pas mauvais, juste silencieux, comme avant un orage. Léo était calme, mais ce n'était pas une paix. C'était une intensité contenue. Il marchait comme quelqu'un avec une mission. Je lui demandais où en était son discours. Il me répondait « Ça avance. Je veux juste que ça ait du poids. » Ce mot m'était resté. Poids. Je savais ce qu'il voulait dire. Il ne cherchait pas à briller. Il ne cherchait pas des félicitations. Il voulait marquer. Dire quelque chose de vrai. Quelque chose pour lui. Pour nous. Il en avait assez d'être invisible. La veille de la cérémonie, je l'ai trouvé sur le porche. Son carnet sur les genoux. Les yeux levés vers les étoiles. Il avait l'air plus petit. Plus jeune. Comme ce petit garçon qui me demandait un jour si les arbres avaient des sentiments. Je me suis assise à côté de lui. J'ai dit doucement. Tu n'as pas apporté tout ça tout seul, tu sais. Il n'a pas tourné la tête. Il a juste dit « Si je ne le dis pas maintenant, je ne le dirai jamais. » J'ai répondu « Alors dis-le. Dis tout. » On est resté là, sans parler. Il n'avait pas besoin d'un discours de motivation. Il avait besoin d'espace. D'espace pour se tenir debout dans sa vérité. Et je n'allais pas m'interposer. Cette semaine-là, j'avais envoyé un mail à toute la famille. L'heure, l'endroit, les consignes. Pas une réponse, pas même un « on va essayer de venir ». Je n'étais pas surprise, mais j'étais furieuse. Ce moment était peut-être le plus important de la vie de Léo. Et il faisait comme si c'était un jeudi banal. Le matin de la cérémonie, Léo est sorti de sa chambre, habillé, toge sur le dos, regard droit. Je lui ai pris une photo, il n'a pas souri. « Tu es prêt ?» j'ai demandé. Il a remis sa cravate et a dit « Je suis prêt depuis longtemps ». À notre arrivée à l'auditorium, la salle était bondée. Des parents qui s'éventaient avec des programmes, des profs fiers comme des paons. J'ai trouvé nos sièges et j'ai regardé autour. Et là, je les ai vus. La famille. Augustin, chemise bien repassée, casquette vissée sur la tête. Clément, les bras croisés. Adrien, les yeux rivés sur son portable.
tous installés au troisième rang comme s'ils avaient gagné leur place, comme s'ils n'avaient rien à se reprocher. Je ne leur ai pas parlé. J'ai conduit Léo dans les coulisses. Je lui ai serré la main. Peu importe ce que tu diras là-haut, je serai fier. Il a hoché la tête. Pas une once de peur dans le regard, juste une certitude. Retour à ma place. Je pouvais à peine respirer. Le directeur a pris la parole. Il a annoncé les élèves honorés, les prix, les bourses. Puis, il a prononcé le nom de Léo, son titre de major, sa moyenne, ses lettres d'admission, sa bourse pour l'université de Lyon-Montagne. J'ai entendu derrière moi les petits bruits ébahis de la famille. Des soupirs d'admiration à peine murmurés. Comme s'ils réalisaient soudain que ce garçon qu'ils avaient relégué au rang de figurant depuis toujours venait de leur couper le souffle. Et puis, Léo est monté sur scène. Mon fils. Le dos droit, le menton levé, son carnet serré dans les mains. Il n'a pas sorti le discours validé par l'administration. Je l'ai vu tout de suite. Il a ouvert son carnet à une page bien précise. Et il a levé les yeux. Il a commencé par remercier les professeurs, les camarades, l'équipe éducative. Classique. Mais rapidement, quelque chose a changé. Il s'est arrêté. Il a scruté la foule. Il a fixé un point bien précis. Et il a dit « Il y a des gens ici aujourd'hui qui ne pensaient pas me voir arriver jusque-là. Des gens pour qui je ne valais pas l'investissement. Parce qu'un foyer brisé, selon eux, ça fabrique des enfants brisés. » Le silence a fondu sur la salle. Mon cœur battait comme un tambour. Il a continué. Sa voix posée, son regard tranchant. Mais j'ai appris quelque chose. On n'a pas besoin de venir d'une famille parfaite pour construire un avenir puissant. Une vague a traversé la salle. Un murmure d'incrédulité. Des regards échangés. Des mains qui se sont figées. Il a poursuivi. Certains naissent applaudis. D'autres doivent en mériter chaque claque dans les mains. Mais ce n'est pas un défaut. C'est une force. Je me suis tournée vers mon père. Augustin ne souriait pas. Il ne bougeait pas. Les bras croisés, les lèvres pincées. Parfait. Qu'il ressente ça. Parce que Léo n'avait pas fini. Et dans ce silence suspendu, j'ai compris. Ce n'était ni une vengeance, ni une insulte. C'était un acte de vérité, un grand coup de lumière. Il y a un instant dans une vie où quelqu'un prend pleinement possession de qui il est. Et le monde s'arrête pour le regarder. Ce moment, c'était celui de Léo. Il n'était pas là pour lire, il était là pour révéler. Il y a des gens, a-t-il répété, qui ont dit à ma mère qu'elle m'avait condamné à l'échec en m'élevant seule. Mais elle ne m'a jamais condamnée. Elle m'a élevée. Elle m'a appris à tenir debout, sans applaudissements, à travailler sans projecteur, à croire en moi même quand ceux qui devaient le faire ne le faisaient pas. Un frisson a traversé la salle. Les parents se sont penchés. Les professeurs ont retenu leur souffle. Certains ont essuyé des larmes discrètes. Et pourtant, ma famille ne bronchait pas. Augustin, toujours raide comme un piquet. Clément, le regard fuyant. Adrien, recroquevillé dans son siège comme s'il assistait à une pièce trop honnête. Mais Léo tenait bon. Il ne tremblait pas. Il parlait comme quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. J'ai cru longtemps que le silence voulait dire paix, a-t-il lancé. Que si je ne disais rien, peut-être que je trouverais enfin ma place. Que si je travaillais assez, j'arrêterais de me sentir comme un invité dans ma propre famille. Mes mains tremblaient sur mes genoux. Et il a dit « Mais j'ai compris quelque chose. On n'attend pas qu'on nous donne de la place dans ce monde. On la prend. On la construit. On en devient l'architecte. » Les têtes se sont mises à hocher dans le public. Des élèves ont chuchoté entre eux. Une enseignante, Madame Roux, a carrément sorti un mouchoir. Et Léo a refermé son carnet. Il a levé les yeux. Cette fois, il ne cherchait plus la salle. Ils étaient fixés sur un seul homme, Augustin. Et là, il a prononcé cette phrase. On dit que j'ai grandi dans un foyer brisé. Mais les foyers brisés ne produisent pas des enfants cassés. Ils forgent des combattants, des observateurs, des leaders, des fils capables de se lever un jour et de faire entendre leur voix, même à ceux qui refusent d'écouter. Le silence est tombé. Il a duré une seconde, une respiration collective. Et puis les applaudissements ont éclaté. Une vague puissante, spontanée. Pas une politesse. Une clameur. Quelque chose qui dit « On a vu, on a entendu, on ne pourra plus jamais faire semblant ». Et c'est là que ça s'est produit. Augustin s'est levé.
Pas brusquement, lentement, comme s'il ne savait pas s'il en avait le droit. Il s'est dressé, et pendant une fraction de seconde, son visage a vacillé. Pas un sourire, pas des larmes, juste un éclat dans les yeux. Un éclat de quoi? De surprise? De conscience? Peut-être même de honte, mais pas de fierté. Pas encore, peut-être plus tard. Mais à cet instant précis, Léo n'avait pas besoin de sa fierté. Il avait déjà gagné. Après la cérémonie, je suis sortie avec Léo jusqu'au parking. Je pensais le voir exalté, euphorique, porté par l'adrénaline. Mais non. Il était calme, posé, comme si l'orage était passé, et qu'il restait maintenant l'écho tranquille de ce qui venait de se produire. « Ça va ?» j'ai demandé. Il a hoché la tête. « Oui, je l'ai pas fait pour lui. »« Je sais, j'ai dit. Tu l'as fait pour toi. » Il a souri, un tout petit peu, et il a ajouté: « Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette salle, quelqu'un comme moi, quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. » Cette phrase m'a coupé le souffle. Parce que c'est exactement ça, Léo, toujours. Pas en colère, pas amer, juste courageux. Ce soir-là, un message est arrivé sur mon téléphone. Un numéro connu, Augustin, 3 mots. Il m'a surpris. Rien d'autre. Pas d'excuses. Pas un mot sur ce qu'il avait dit des mois plus tôt. Pas une once de reconnaissance. Mais je n'en avais pas besoin. Léo avait déjà tout dit. Et le monde, cette fois, avait écouté. On pourrait croire qu'après un tel moment, après qu'un fils monte sur scène et dise à voix haute ce que d'autres ont passé leur vie à taire, tout change. Mais non, pas tout de suite. Pas à l'extérieur. Augustin ne m'a pas appelé. Il n'est pas venu nous voir après la cérémonie. Il n'a pas serré Léo dans ses bras. Il n'a pas dit « Je suis fier de toi ». Il n'a pas dit « Je me suis trompé ». Trop d'orgueil, pas assez d'humilité. À la place, il a envoyé un texto. Il m'a surpris. 3 mots. Sans ponctuation, sans chaleur, mais plus lourd que tous les discours qu'il avait pu prononcer lors des barbecues familiaux. Parce que venant d'Augustin Dupré, c'était une fissure dans le mur. Pas une réparation. Mais peut-être un début. Je n'ai pas répondu. Parce que cette histoire n'a jamais été à propos de lui. Ce soir-là, Léo et moi avons mangé des nouilles froides sur le tapis du salon en regardant la vidéo de son discours, filmée par un élève et postée sur les réseaux. Le titre disait « Meilleur discours de remise de diplôme que j'ai jamais entendu. Ce gars va aller loin. » Des milliers de vues, des centaines de commentaires. Je l'ai regardé et j'ai dit « C'est ça ton héritage maintenant. » Il a haussé les épaules. C'était juste un discours. Non, j'ai dit. C'était une déclaration. Il n'a rien répondu tout de suite. Puis il a murmuré « Je ne l'ai pas fait pour lui, tu sais. Ni pour eux. Je sais. Je l'ai fait pour nous. Pour le moi que j'étais avant. Celui qui croyait qu'il devait se faire tout petit pour mériter leur attention. Et là, j'ai compris. J'ai compris que cette histoire, je croyais qu'elle parlait de moi, de mon rôle de mère, de mes efforts pour le protéger du rejet, du mépris, des regards de travers. Mais en fait, c'est lui qui m'a appris ce que ça signifie, être entier. J'ai passé des années à marcher sur des œufs, à ne pas déranger mon père, à ne pas faire de vagues, à vouloir que Léo ait la vie la plus simple possible. Je pensais qu'en me faisant discrète, ils finiraient par nous faire une place. Mais Léo n'a jamais voulu une place à leur table. Il a construit la sienne. Après la remise de diplôme, quelque chose a changé entre nous. Ce n'était pas visible. C'était plus profond. Un calme en lui. Une assurance solide, enracinée. Comme si la tempête qu'il avait traversée avait emporté ses doutes et laissé un sol neuf. Il a fait ses valises pour l'université sans anxiété. Il a quitté sa chambre d'ado comme on tourne une page. Pas avec tristesse. Avec élan. Il ne fuyait pas la famille qui ne l'avait pas vu. Il marchait vers la vie qu'il s'était fabriquée. Pas à pas. Choix après choix. Mot après mot. Et moi, j'ai arrêté d'attendre. J'ai cessé d'envoyer les photos de Noël auxquelles personne ne répondait. J'ai cessé d'espérer que mon père se réveille un matin en me trouvant digne. J'ai cessé d'expliquer la brillance de mon fils à ceux qui étaient trop aveugles ou trop fiers pour la voir. Parce que je n'ai plus besoin qu'il la voie. Le monde, lui, la voit. Quelques mois après la rentrée, Léo m'a appelé depuis sa chambre universitaire. « Devine quoi ?» a-t-il dit. « J'ai gagné le prix d'écriture des premières années. »« Évidemment que tu l'as gagné. » J'ai souri dans le combiné. « C'était pourquoi ?» Il a hésité. Puis il a dit « Pour un essai. Sur ce que c'est
d'être élevée par une femme qui m'a appris que je valais quelque chose avant que quiconque ne le dise. J'ai pleuré. En plein rayon fruits et légumes du supermarché, entre les pommes et les pots de beurre de cacahuètes. Parce que c'est ça, la fin véritable de cette histoire. Pas la revanche, pas la reconnaissance, même pas la fierté, l'amour. Un amour discret, solide, qui ne recule pas, même quand tout autour vous pousse à renoncer. Un amour qui élève un garçon pour qu'il devienne un homme capable de se tenir droit dans un monde qui a tenté de l'effacer. Un amour qui n'a jamais eu besoin d'un fond d'études, juste de foi. Alors, si un jour on vous a dit que votre famille vous rendait moins, si quelqu'un a essayé de vous définir par vos blessures ou votre passé, souvenez-vous de ça. Les foyers brisés ne fabriquent pas des gens brisés. Ils forgent des guerriers, des conteurs, des fils comme Léo et des mères comme moi. Si cette histoire vous a touché, si elle vous rappelle votre propre parcours ou celui de quelqu'un que vous aimez, ne la gardez pas pour vous. Mettez un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et laissez un commentaire. J'aimerais entendre votre histoire aussi. Parce que chaque voix compte. Et quand on dit la vérité, on ne guérit pas seulement. On aide d'autres à se sentir moins seuls. Et si vous aimez les récits comme celui-ci, vrais, bruts, sincères, abonnez-vous. Rejoignez cette communauté. Car ici, on ne croit pas aux gens brisés. On croit aux renaissances. Merci d'avoir écouté. Je suis heureuse que vous soyez là.